Bonsoir à tous. Bonsoir papa. Tu peux rentrer, tu peux t'asseoir. Merci à tous d'être présents. On va vous faire une conférence sur les enjeux énergie-climat. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'avoir des sujets là-dessus. Nous, on n'est pas experts du tout, on est des simples étudiants qui sommes intéressés par le sujet. Et du coup, on a rejoint une association, qu'on va vous développer après, qui a pour but de sensibiliser les étudiants du supérieur en faisant des conférences. Et en fait, l'objectif, là, quand vous partez, c'est que vous ayez les grands enjeux énergétiques et climatiques du XXIe siècle en tête, et qu'on vous donne des pistes aussi pour que vous puissiez, prendre des actions de manière individuelle et aussi collective. Voilà, on va peut-être se présenter rapidement. Du coup, moi je m'appelle Nolan, je suis étudiant, bonsoir. Je suis étudiant à l'EM Normandie en Master 2 alternance, et du coup je suis rentré à l'EM en U1. Donc j'ai fait pas mal d'associations, et toutes ces expériences m'ont ensuite mené vers le réchauffement climatique et tous ces enjeux-là. Donc c'est pour ça qu'on est là, que je suis là en tout cas ici aujourd'hui. Bonjour à tous, du coup moi c'est Léo, j'ai 20 ans et je suis en 3e année de sociologie par correspondance, et j'ai choisi de faire par correspondance puisque moi le système scolaire, j'étais pas satisfait et j'avais énormément de choses que je voulais découvrir. Du coup pendant 1 an j'ai porté un projet de création d'une école alternative et j'ai été accompagné par des structures et j'ai découvert l'entrepreneuriat social dont je vous parlerai à la fin. Et en fait du coup sur un forum d'entrepreneuriat social j'ai rencontré Nolan et il m'a parlé du coup d'avenir climatique, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors Avenir climatique, du coup, c'est une association dont on a parlé tout à l'heure, du coup, qui accompagne du coup, des jeunes durant 4 week-ends, qui les forment pour la prise de parole en public. Et je pense que de toute façon, on a déjà, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'association, on en parle au buffet, qui a lieu tout de suite après. Donc tout de suite le plan. Donc tout d'abord, on va vous parler de l'énergie. On va essayer de mettre une définition claire pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est. On va parler en première partie du coup du lundi 26 mars 19h10. On va peut-être avoir un petit problème technique. On remercie l'EM Normandie. Purée. Il y a des élèves qui ont l'habitude que le truc plante comme ça, du coup. Non ? Ouais, Ok, on espère que ça va durer. Du coup, première partie, on va voir un petit peu la situation vis-à-vis des énergies fossiles, à quel point notre société est hyper dépendante. En deuxième partie, on va regarder combien est-ce qu'il nous en reste pour ensuite un petit peu comprendre l'avenir. La deuxième grande partie, ça va être le climat. On va bien définir ce que c'est, de quoi on parle. Et on va du coup, en troisième partie, la partie chaud devant, on va faire le constat du coup de la situation environnementale à l'heure actuelle. Quatrième partie, évitons l'ingérable, gérons l'inévitable. Du coup, ici, ça va être de bien comprendre. On va vous parler donc de l'impact réel qui a lieu à l'heure actuelle vis-à-vis du réchauffement climatique. Et gérons l'inévitable, c'est-à-dire on va vous parler du coup des actions qu'on peut mettre en place maintenant, des politiques qu'on va mettre en place pour passer sous la barre des 2 degrés. Et enfin, en dernière partie, du coup, on va parler du passage à l'action. Et là, ça va être qu'est-ce qu'on fait maintenant, la 5e partie. Et là, on va voir les actions individuelles qu'on peut faire, qu'on va mettre en place, et collectives. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Peut-être, si vous avez des questions, pensez à les noter, et avec le nom de la slide, parce qu'il y a les numéros. Du coup, au moins, si c'est un graphe, le nom du graphe, pour qu'on vienne dessus après. Et puis, oui, on n'est pas des experts, par contre, toutes les slides ont été créées avec des experts, donc tous les chiffres qu'on va vous donner sont vérifiés, même si il y a des parts forcément des fois d'incertitude, mais tout est vérifié, je veux dire, on n'a pas tout fait nous-mêmes, je vous rassure. Voilà. Du coup, première partie. Du coup, en première partie, on va voir ce que c'est. Donc la base, c'est l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie ? Du coup, on va partir d'une petite définition toute simple. D'après le petit Larousse, l'énergie, c'est une grandeur caractérisant un système physique gardant la même valeur au cours de toutes les transformations internes du système et exprimant sa capacité à modifier l'état d'autres systèmes avec lesquels il rentre en interaction. Quelqu'un a compris quelque chose ou pas ? Non ? Bon, on va faire un truc un peu plus simple. J'ai rien compris. Alors, en fait, l'énergie, on utilise l'énergie quand on va changer l'état d'un système. Là, pour prendre des exemples, on utilise l'énergie quand on va changer la vitesse de quelque chose avec de l'énergie cinétique.
On va utiliser de l'énergie quand on va changer la température, refroidir ou chauffer quelque chose. Donc là, ça va être de l'énergie thermique. Quand on va déformer un objet, quand on va modifier sa composition chimique, quand on va prendre de l'altitude, quand on va utiliser de la lumière. Donc en fait, plus simplement, l'énergie, en fait, elle mesure toutes les transformations du monde. Et en fait, plus le monde se transforme autour de nous, plus ça va requérir une grande consommation d'énergie. Et c'est là, en fait, tout le sujet. Pour différencier bien dès le début puissance et énergie, si on devait faire une petite analogie avec un coureur cycliste, la puissance, elle se mesure en kilowatts, et c'est en fait la vitesse du cycliste. Alors, vous inquiétez pas, c'est vraiment la première partie un peu technique. Après, on arrête de vous sauver avec le truc. Il y a du vent technique. Hein. Et du coup, l'énergie, elle se mesure en kilowattheure, et là, c'est plutôt la distance parcourue par le cycliste. Donc en fait, l'énergie, on peut dire que c'est une puissance par le temps. Pour que ça soit encore plus concret, on va mettre une petite vidéo. Je remercie le Normandie pour la qualité. Donc là, on voit un cycliste, 74 de tour de glisse, un beau bébé, champion olympique, qui se réveille le matin et qui a envie de manger une petite tartine. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de prise électrique, il n'a qu'un vélo. Donc là, hop, ça nécessite 700 watts de puissance. Donc là, on va voir si notre coureur cycliste va réussir à manger. Everything is okay with the handlebar, seat post, shoes, seat. Okay. Everyone in positions now. We're getting ready for take. And remember that when Robert loses power, the toaster will pop up. Là, il va essayer de maintenir 700 watts pendant 1 minute. You can feel like taste of blood in your mouth. Want to lie down? My legs hurt. Ja, det. Put them up. The monster is beaten. Donc Robert a généré 0,021 kWh d'énergie. Donc sa tartine est tout juste grillée. Il est content. Il est allemand, je pense. The toasted, huh? I know it now. It's crazy. It's fucking hard. Le message ici, c'est qu'il faut un Robert pour toaster une tranche de pain. Il faut 180 Robert pour faire avancer une voiture. 43 000 Robert pour faire avancer un avion. Et combien il vous faut de Robert, vous? Bah, la réponse, c'est à peu près 400. C'est-à-dire qu'on a 400 personnes comme Robert, 24 heures sur 24, je sais pas lui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont en train de pédaler pour nous fournir l'énergie en fait, qu'on a grâce aux énergies qu'on va voir juste après. Si on passe, du coup, l'énergie à quel prix? Pour produire 1 kWh pendant 1 heure, 1 kW pendant 1 heure, c'est l'énergie qu'il faut pour cuire un poulet dans un four électrique. À votre avis, combien de cyclistes pédalant à 20 km/h pendant 1 heure faut-il pour produire 1 kWh et cuire le poulet? Réponse A, 2. Réponse B, 5. Réponse C, 10. Ou encore réponse D, Lance Armstrong suffit. Qui pense que c'est la A? Qui pense que c'est la B? Qui pense que c'est la C?
qui pense que c'est la D. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Du coup, ouais, il faut 10 cyclistes pédalant à 20 km/h temps 1 heure pour produire 1 kWh, donc cuire notre poulet. Si on doit payer ces cyclistes au SMIC horaire en France, qui est à peu près à 10 € de l'heure, ça nous coûte 100 €, donc ça fait quand même cher le poulet qu'on cuit. Si on utilise une prise électrique comme nous on utilise tous les jours, là on est plutôt à 10 centimes d'euros. Donc en fait, le message ici, c'est que le message derrière cette slide, c'est qu'en fait tout développement humain depuis la révolution industrielle a été possible grâce à une énergie qui était en abondance, qui était pas chère. Et en fait, si avant 1850 la société était beaucoup moins développée, c'est parce qu'on utilisait principalement le muscle pour faire les choses, et ça limitait énormément toutes les transformations. Donc voilà. Comment on fait pour produire 1 kWh du coup quels sont les types d'énergie qu'on peut utiliser on peut utiliser 50 mètres carrés de panneaux solaires pendant 1 heure. On peut utiliser une éolienne de 5 mètres de diamètre pendant 1 heure. Sauf que ici, ce sont des sources d'énergie qui sont variables. Donc quand il n'y a pas de soleil, c'est compliqué. Quand il n'y a pas de vent, c'est compliqué. Et en plus, elles ne sont pas encore stockables. Donc aujourd'hui, le grand sujet, c'est comment on stocke l'énergie qu'on a en trop. Du coup, l'autre possibilité, c'est de déverser une piscine qui fait 8000 litres d'eau à 50 mètres de hauteur. Donc là, dans un barrage hydraulique, ça nous produit 1 kWh. Dans une centrale thermique, on a différentes possibilités. On peut utiliser une bûche de bois, brûler une bûche de bois, utiliser 1,5 litre de gaz, un petit tas de charbon, ou alors 33 centilitres de pétrole. Donc là, voilà. Donc ça, je sais pas si on voit, c'est les énergies fossiles. Donc c'est les 3 énergies qu'on utilise principalement. On verra après pourquoi. Et on peut utiliser dans une centrale nucléaire une pincée d'uranium, donc c'est encore plus concentré. Maintenant, si je mets cette slide à l'échelle, il faut que je la mette 2 fois à l'échelle, en fait, voilà. Voilà un peu la différence. Et là, je pense que vous pouvez vous rendre compte pourquoi on a utilisé principalement les énergies fossiles depuis 1850 pour notre développement. Parce qu'on a beau dire les énergies renouvelables, ça va nous sauver, il n'y a pas de soucis. Enfin, bah ouais, mais il va falloir en foutre pas mal. Quoi. Et du coup, il y a d'autres soucis derrière. Donc voilà un peu le message, c'est ça. Les sources d'énergie primaires dans le monde aujourd'hui, 1/3 c'est le pétrole, 1/4 c'est le charbon, 1/5 c'est le gaz. Donc 80% de l'énergie primaire qu'on utilise dans le monde, c'est ces 3 énergies-là. C'est des énergies fossiles. Parce que c'est la fossilisation d'anciens êtres vivants qui ont permis la création de ces énergies. Il y a 10% c'est de la biomasse, donc on peut souvent dire oui le bois on l'utilise depuis très longtemps, c'est que 9% aujourd'hui de sources d'énergie. Nucléaire 5%, hydroélectricité 2%, et les autres renouvelables 1% seulement des sources d'énergie. Donc ça reste minime. Et on voit qu'il y a une corrélation entre l'augmentation en consommation d'énergie et la population mondiale en milliards d'habitants. Donc le monde repose sur les énergies fossiles, je crois que vous avez compris. Ok, du coup là on va voir un petit peu la situation vis-à-vis. Alors, aujourd'hui à l'heure actuelle, toute notre société elle est basée sur le pétrole. Et pour toutes ces catégories, on consomme 35 milliards de barils de pétrole par an. Que ce soit pour nos vêtements, que ce soit pour nos cosmétiques, le transport, les objets électroniques, tout ça, ça vient du pétrole. En fait, on n'a pas la même consommation par habitant. Aujourd'hui, un Américain, prendre un exemple au hasard, un Américain consomme 20 fois plus qu'un Cambodgien. Et en fait, le point ici, c'est que entre une consommation d'un Américain qui va avoir un gros 4x4 pour lui tout seul et une personne dans un pays en voie de développement qui va utiliser une moto pour 6 personnes, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre le confort de vie, la sécurité et nos besoins. Et du coup, il y a un vrai questionnement à faire là-dessus. Et en fait, ce qu'il faut retenir du coup de cette première partie, c'est que l'énergie, elle mesure la transformation qu'il y a dans le monde. Et sans elle, du coup, on n'aurait pas atteint le développement qu'on a à l'heure actuelle. Tous nos gestes, nos objets au quotidien, du coup, vous l'avez compris, dépendent de l'énergie qu'on consomme. Et toutes les sources d'énergie donc, ne se valent pas. Il y en a qui polluent plus, il y en a qui sont plus faciles à extraire que d'autres. Et depuis le début de l'ère industrielle, je lis un petit peu les slides, désolé, au XIXe siècle, les consommations d'énergie ne cessent d'augmenter, et ça c'est le point important. Du coup, maintenant, combien il en reste, pardon. Et dans cette deuxième partie, j'aimerais vous inviter tous à imaginer que vous êtes en soirée le jeudi soir, et au final, il y a 4 choses qui vont être extrêmement importantes pour vous.
Alors là, on va pas parler de pétrole, mais imaginons que vous êtes à une soirée. Ce qui va être important, c'est combien est-ce qu'il reste de bière. Honnêtement, c'est ce qui est le plus important, les réserves. Ensuite, le besoin des consommateurs. Est-ce que vous êtes à une soirée en mode est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver, est-ce qu'il y en a beaucoup de gens qui vont partir? Ça, ce sera le deuxième point qu'on va voir. Et la capacité et le rendement de production aussi, c'est la troisième partie. Et enfin, on verra les propriétaires des réserves. Du coup, pour commencer, les réserves à l'heure actuelle, donc le pétrole, quel est le constat? Du coup, là, vous pouvez voir sur le graphique de gauche, super, sur le graphique de gauche, du coup, notre consommation, notre production en noir, elle fait qu'augmenter depuis les années 30. Bon, pas surprenant. Par contre, le point qui est important ici, c'est que toute cette production, elle est issue de découvertes passées. Donc, vous avez le Koweït dans les années 40, l'Arabie Saoudite 50 à peu près, Sibérie dans les 70. Et en fait, du coup, on a pratiquement découvert toutes les ressources. Et en fait, on va atteindre ce qu'on appelle un pic de production. C'est-à-dire qu'en fait, il va être de plus en plus compliqué d'aller chercher le pétrole. Et donc de plus en plus compliqué d'en produire, alors qu'on l'a vu tout à l'heure, qu'on est extrêmement dépendant de ces énergies-là. Maintenant, le besoin des consommateurs. Lui non plus, il ne va pas décroître. Est-ce qu'il y a un problème de slide? Non. Alors déjà, notre consommation de pétrole, là je vais vous montrer une chose qui est importante aussi, c'est que là vous pouvez voir, du coup, il y a on a des seuils à partir duquel du coup, la production de pétrole va descendre. Donc là vous pouvez voir le charbon, de quoi? Les réserves. Les réserves, bien sûr. Pardon, merci. Les réserves. Du coup, le charbon, c'est qu'on a des réserves qui ont duré le plus longtemps, le gaz, le pétrole, de moins en moins. Du coup, à l'heure actuelle, le mix énergétique mondial, on l'a vu tout à l'heure, on consomme 81% des énergies fossiles, la biomasse 10%, le nucléaire 5%, l'hydroélectricité 2,5%. Maintenant, la ligne qui est en orange, c'est nos besoins. Du coup, on se dit, bon, il nous reste un peu de charbon, ça devrait tenir, on va réduire un petit peu nos besoins et ça va passer. Le truc, c'est comme vous le savez, il y a des gens qui se réunissent pour faire des petits meetings qu'on appelle des COP, et au-delà de boire du champagne, ils décident aussi notamment de réduire le charbon pour passer sous la barre des 2 degrés. Et du coup, ce gros cap qu'il y a là en orange, au final, ça va annoncer rien de moins qu'un changement de nos habitudes, un re-questionnement de nos besoins et un changement de civilisation. Peut-être que j'emploie des mots un petit peu ouf, mais là, tout ce besoin-là, on va devoir trouver une solution, du coup. J'ai tout dit sur ce slide, mais bon. Du coup, troisième partie, la capacité et le rendement de production. Alors, comme on l'a vu, ça devient de plus en plus compliqué d'extraire le pétrole. Vous étiez au début du XXe siècle, un coup de pioche mal placé et vous explosiez littéralement sur place. Donc là, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous voulez avoir du pétrole, donc là, on parle de sable bitumineux, par exemple, c'est un mélange de pétrole et de sable, c'est hyper chaud d'aller extraire du pétrole. Et donc, en fait, ça va devenir de plus en plus compliqué, le rendement est de plus en plus faible. Léo, ouais. juste pour parce que cette slide est un peu... En fait, le 1,100 et 1,3, c'est au début du 19e siècle, quand j'investissais un baril de pétrole, j'en retirais 100. Aujourd'hui, dans les pétroles non conventionnels, c'est-à-dire sable bitumineux, offshore, etc., on investit un baril, on n'en ressort que 3. Donc en fait, on voit que on a tapé dans les stocks qui étaient juste en dessous de nous, et puis là, ça devient de plus en plus compliqué, mais forcément, il y en a qui s'accrochent. On utilise du pétrole aérien, ok. Et donc, par quoi est-ce qu'on va substituer ça? La grande question, c'est que du coup, on a vu qu'on était hyper accro aux énergies fossiles. Là, ce schéma, il vous montre en horizontal la concentration de l'énergie, c'est-à-dire quelle est sa puissance divisée par les infrastructures nécessaires au sol pour la produire. En vertical, vous avez la facilité d'exploitation. Est-ce que c'est plutôt facile ou compliqué d'utiliser cette énergie? On peut voir que forcément, on retrouve les 3 énergies, donc pétrole en premier, charbon et gaz, qui sont le pétrole le plus facile à exploiter et le plus concentré. Et ensuite, il y a les 2 autres énergies. Aujourd'hui, on parle beaucoup, comme je vous ai dit, d'énergies renouvelables. En fait, elles sont les moins bien placées sur le schéma parce qu'elles sont peu concentrées. C'est-à-dire qu'on ne retire pas beaucoup de puissance quand on installe. Vous avez vu, il faut beaucoup de panneaux. Et elles sont en plus difficiles à exploiter parce que, comme je vous l'ai dit, s'il y a du vent, c'est facile. S'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de soleil, c'est compliqué. Donc ça, c'est les messages importants. Et même s'il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent ici en ce moment, on n'a pas encore les technologies qui nous permettent de remplacer les fossiles. Les autres énergies qui nous sont possibles, c'est l'hydraulique, donc là qui est plutôt facile à exploiter. On peut faire des barrages
même si ça devient de plus en plus compliqué. Par contre, c'est peu concentré. Après, on a la biomasse. Ouais, Non, pas la biomasse. géothermie. Géothermie. Pareil, facile à exploiter, mais difficile, mais pas très concentré. Après, la biomasse, là pour le coup, on surexploite pas mal le bois déjà, donc ça devient difficile à exploiter, et puis c'est pas l'énergie la plus concentrée. Voilà, autre souci quand vous parlez des renouvelables, produire plus d'énergie renouvelable, donc ça demande plus de métaux rares, de terres rares, du lithium, du cuivre, des aimants, et en fait on arrive sur d'autres problématiques qui sont l'accès à ces ressources qui ont aussi des pics et qui nécessitent de l'énergie, qui ont une pollution. L'extraction de ces métaux, c'est hyper polluant et ça me saoule. Et du coup, en gros, le message ici, c'est que oui, les énergies renouvelables, faut les développer, mais on a ces problématiques derrière, donc ça pourra pas. Il y aura d'autres problèmes. En plus, les éoliennes, on les transporte en camion. Voilà, propriétaire des ressources, qui détient les ressources énergétiques, réserve prouvée d'énergie fossile par habitant en 2016 dans le monde. On voit que du coup, sans surprise, Moyen-Orient, ils ont la majorité du pétrole et du gaz. La Russie, Eurasie, majorité du charbon, avec un peu de gaz. Amérique du Nord, beaucoup de charbon. Et nous, en fait, on n'a rien, quoi. Enfin, on n'a pratiquement rien. Et donc, l'Europe, en fait, elle a plus à perdre qu'à gagner, à louper sa transition énergétique, parce qu'on est dépendant d'autres pays. Et donc, ça crée des relations de force, quoi. Pour focus juste sur la France, quel est notre mix énergétique? En 2012, on avait 70% de notre énergie qui était énergie finale qui était du fossile. On avait 20% qui était du nucléaire. On parle souvent du nucléaire comme quoi on est indépendant en énergie. Le nucléaire, c'est 80% de l'électricité, c'est que 20% de l'énergie. Donc c'est pas du tout une solution. C'est pas si important que ça. Le bois, on a à peu près à 7%. Viennent ensuite l'hydraulique, les biocarburants, solaire et géothermie solaire. Donc on peut voir qu'au final solaire, pareil en solaire, géothermie, ça reste un minimum. Maintenant on s'est demandé comment on fait en 2050, sachant qu'à la COP21, je pense que vous avez suivi, l'objectif des États, ils ont dit on va limiter à 2 degrés le réchauffement climatique d'ici 2100. Donc il va falloir qu'on réduise nos consommations mondiales. En France, il y a eu différents scénarios. Negawatt est une association qui a dit on peut avoir tout renouvelable en 2050, c'est possible. Sauf que ils disent en fait on multiplie par 4 les capacités de production des énergies renouvelables. On a fait le calcul, on arrive à peu près à 40% de la consommation actuelle. Pourquoi je fais ça consommation actuelle, donc en fait il va falloir réduire 60%, ça veut dire est-ce que c'est possible, est-ce que c'est utopique? Question à se poser. Si nous on s'est dit avec l'avenir climatique on va quand même rajouter le nucléaire, on se dit bon bah c'est compliqué de faire sans nucléaire, on va utiliser les centrales jusqu'à leur fermeture. 20%, on arrive à 60%, donc on n'y est toujours pas. Et si on divise par 4 l'utilisation des fossiles pour limiter les gaz à effet de serre, on est à 80%. Donc dans tous les cas, il va falloir réduire notre consommation d'énergie. C'est le message. Donc il faut faire des économies et développer les ENR. C'est d'abord dans ce sens-là. Negawatt dit, on fait d'abord de la sobriété, puis d'efficacité, puis des renouvelables. Pour prendre une comparaison avec la maison, c'est qu'on met à 18 degrés au lieu de mettre à 20 degrés. Ensuite, on fait de l'efficacité, on va faire de l'isolation. Et ensuite, on va mettre des renouvelables, on va remplacer, on met une pompe à chaleur, on va utiliser des énergies renouvelables au lieu d'une chaudière, par exemple. Donc c'est vraiment c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire et pas dans l'autre sens, comme d'autres pourraient nous faire croire. Du coup, pour remettre en perspective, parce que là on se dit oh putain c'est la fin du monde, les énergies fossiles c'est depuis 1800, voilà ce que c'est. Si on met à l'échelle, voilà. Donc là on est à moins 10 000 l'agriculture. En fait, de moins 10 000 à aujourd'hui, il y a eu une toute petite partie les gens avant ils vivaient sans énergie fossile. Et ils vivaient très bien, même si on ne veut pas retourner à la Cro-Magnon, c'est pas la question. Mais maintenant, faut se dire que là, on n'a pas l'impression que c'est possible, mais bien sûr qu'il y a une transition à faire, et la transition écologique, la transition énergétique,
C'est tout l'intérêt ici. Rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est les énergies fossiles, elles vont se raréfier, les énergies renouvelables, elles vont pas résoudre tous les problèmes. Les économies d'énergie, elles sont obligatoires, donc sobriété, efficacité et renouvelable. Voilà pour la partie combien qu'il en reste. Ok, on va passer maintenant à la partie climat. Alors, tout d'abord, il faut faire une vraie différence entre la météo et le climat. La météo, c'est ce qui se passe à l'échelle d'une ville, d'une région et sur une échelle de temps très courte. Le climat, c'est toutes les évolutions d'un point de vue de la planète et sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Alors, du coup, le système climatique, c'est un enchevêtrement de plein de sphères qui s'autorégulent et qui sont, enfin, s'autorégulent pas la manière d'un marché économique, qui n'a rien à voir, mais vraiment qui sont à l'équilibre et qui ont leur phase depuis des millions d'années. Alors nous, on est arrivé tranquillement avec nos petits avions et on a un petit peu déréglé tout ça. C'est-à-dire que les énergies fossiles possèdent une énergie tellement grande que maintenant, on influe sur toutes ces sphères qui auparavant allaient très très bien sans nous. Alors du coup, on parle beaucoup de l'effet de serre et donc pour bien comprendre ce que c'est, donc le principe de l'effet de serre, c'est que les rayons lumineux, ils vont venir chauffer la planète et la planète va réémettre vers l'espace certains types de rayons. Ces rayons-là, ils vont être gardés par les gaz à effet de serre, et ce qui va nous permettre d'avoir une atmosphère et de pouvoir vivre en fait. Et une partie, voilà, c'est vraiment être piégé par les gaz à effet de serre. En fait, c'est essentiel qu'il y ait un effet de serre, parce que souvent quand on parle de l'effet de serre, on a l'impression que c'est genre ultra négatif. C'est vital en fait. C'est-à-dire que sans effet de serre, on serait à moins 18, et ce serait évidemment très compliqué pour vivre. Du coup, en fait, on distingue deux aires en fait. Retenez que c'est deux rythmes. On a l'ère glaciaire, du coup c'était une ère pendant laquelle les glaciers étaient très épais, le rayonnement solaire et les effets de serre naturels étaient relativement faibles et on avait à peu près 10 degrés sur l'ensemble de la planète. Là, on vit une période interglaciaire qui dure environ 10 000 ans et c'est une période durant laquelle la planète se réchauffe à un rythme de 0,5 degrés par siècle. 0,05. 0,05, bien vu. Et voilà, ça nous offre, on a une fenêtre de entre 10 et 15 degrés. Maintenant, nous, le problème, c'est que là, on est en train d'imposer un rythme de réchauffement extrêmement élevé. Et vous voyez, on est à 5 degrés par siècle au lieu de 0,05 degrés par siècle. Autrement dit, on va faire un changement qui aurait dû se faire en 10 000 ans, on va le faire en 100 ans. Donc, forcément, on va atteindre une fenêtre de 20 degrés, qui est en fait, du point de vue géologique, du jamais vu. C'est pour ça qu'en fait, on se pose énormément de questions au niveau de l'impact écologique de ce que ça va avoir, et que tous les scientifiques sont extrêmement inquiets. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, donc, le climat, on ne doit pas le confondre avec la météo, et quand on entend certains discours de climato-sceptiques, au hasard, Donald Trump, voilà, au hasard, en fait, voilà, lui, il va dire, devant chez moi, il a fait beaucoup plus froid que d'habitude, le réchauffement climatique n'existe pas, oui, parce qu'il lui, il prend la météo, en fait. Et nous, on parle du climat, donc rien à voir. Et donc le système climatique, c'est un système qui est complexe, en constante évolution. Phrase bateau pour dire que c'est un système qui est extrêmement fragile et qui est à l'équilibre depuis de nombreuses années. Et voilà, l'effet de serre, c'est un processus naturel qui a été renforcé, du coup, parce qu'on a émis énormément, donc les énergies fossiles possèdent des gaz à effet de serre. Donc, du coup, on a renforcé cet effet-là qui, du coup, a réchauffé l'atmosphère. Et du coup, la situation que l'on vit actuellement, elle est vraiment inédite, et il faut vraiment en prendre conscience. On va parler maintenant de l'impact anthropique. Quel est notre impact anthropique de l'homme, quoi, en gros. Quel est l'impact de l'homme là-dedans? Qu'est-ce qu'on a fait? Le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, il nous dit 3 messages. C'est qu'en fait, premièrement, les activités humaines, elles sont responsables de l'accélération du changement climatique, ça on n'a plus de doute. Il est important de limiter la hausse de la température à 2 degrés avant la fin du siècle. Et on verra après pourquoi. Et au-delà, on prend des risques d'un emballement de la machine climatique. En fait, on ne sait pas ce qui se passe après 2 degrés. Et il peut se passer des choses pas drôles. En fait, donc là c'est pour résumer les émissions humaines, pour faire une preuve que les humains ont augmenté la part des effets de serre, enfin les émissions de gaz à effet de serre. Pour prendre du coup depuis 1970, entre 1970 et 2010, on voit que les gaz à effet de serre ont augmenté à peu près de 2% par an, on va dire.
Et en premier lieu, c'est le CO2, qui est le gaz à effet de serre le plus important. C'est pas forcément le plus puissant, mais c'est celui qu'on émet le plus, et c'est celui qui va rester le plus longtemps dans l'atmosphère. Donc c'est celui-là qu'il faut éliminer en premier. D'où viennent justement ces gaz à effet de serre? En fait, souvent on n'est pas au courant, mais il y a deux types d'émissions, des émissions directes et des émissions indirectes. Les émissions directes, c'est ce que l'homme va directement rejeter en brûlant du pétrole pour faire avancer des voitures. Les émissions indirectes, c'est ce qu'on va provoquer en coupant des forêts qui retiennent du carbone et qui vont du coup émettre tout ça dans l'atmosphère. Donc c'est 70 et 30%. Donc la déforestation joue un rôle massif. Ensuite, une fois que ces gaz à effet de serre sont émis dans l'atmosphère, il y en a 44% qui sont retrouvés dans l'atmosphère du coup. Et ensuite, il y en a 29% qui sont captés par les forêts, les sols planctons, 26% par les océans. La grande question, c'est jusqu'à quand ils vont pouvoir garder ces gaz à effet de serre, parce qu'on sait que l'océan, quand il se réchauffe, il va renvoyer ces gaz, que les forêts, quand on replante des arbres, c'est pas pareil que quand les arbres étaient là depuis des centaines d'années ou des milliers d'années. Ça fait pas le même effet. Du coup, la question, c'est ici. Et du coup, si on prend depuis l'an zéro, on peut voir que tous les gens qui nous disent oui, mais il y a des variations du soleil, vous savez, changement climatique, on n'est pas sûr. Au niveau des gaz à effet de serre, en tout cas, on est sûr qu'il y avait une concentration d'à peu près 280 parties par million pendant 2000 ans. Et que là, on est parti sur une concentration qui est exponentielle. Qu'est-ce qu'il dit le GIEC justement sur les scénarios? En fait, l'augmentation de la concentration CO2 se traduit par une augmentation de la température. Si on continue à consommer comme on consomme et à faire les choses comme on le fait actuellement, on est parti sur des trajectoires qui en 2100 seront entre 4 et 6 degrés. La 4 à 12, c'est parce qu'ils vont jusqu'à 2300. Mais 2100, on est entre 4 et 6 degrés, donc c'est énorme. Si on arrive à garder une constante qu'on n'est pas du tout capable de faire aujourd'hui, on sera entre 1,1 et 2,6 degrés. Et si on arrive à faire une forte baisse dès 2020, ce qui est clairement pour l'instant utopique, on est entre 0,3 et 0,7. C'est grave. Ouais, je sais pas s'il va fonctionner celui-là. Ouais, donc là, c'est un peu. Ça, c'est un peu le réchauffement qu'il y a eu depuis 1850. La Terre s'est déjà réchauffée de 0,85 degrés. Voilà un peu le phénomène. Et là, ça s'accélère depuis surtout 2 ans. Là, 2016, vous voyez le gap entre 2015-2016 et 1,5 degré, on y est presque. Et 2 degrés, c'est la limite fatidique. Est-ce que ça marche? Ok, du coup, pour comprendre un peu cet effet d'emballement, il y a un phénomène qu'on appelle les boucles de rétroaction positive. Alors pas parce qu'elles sont cool, mais parce qu'en fait elles font augmenter la température. Et en fait, retenez simplement que c'est un cercle vicieux, tout simplement. Et on va voir 2 exemples. Donc du coup, alors, est-ce que ça marche? Nickel. Du coup, par exemple, l'albédo. Alors, je pense qu'il va manquer les écritures, c'est pas grave. En gros, l'albédo, c'est la banquise, du coup. C'est lié avec la banquise. C'est les rayons lumineux qui vont venir taper sur la banquise et qui vont être reflétés vers l'espace. Et en fait, vu que le réchauffement climatique réchauffe l'atmosphère, la banquise fond, du coup il y a moins d'albédo, c'est-à-dire qu'il y a moins les rayons sont moins réfléchis. Du coup, en fait, elle chauffe la planète, et ce qui en fait réaccentue le réchauffement climatique. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Compris ou pas? Oui, non? Petit signe de tête. Ouais, nickel, ok. Du coup, deuxième. Ouais, en fait, ça s'affiche pas. Ouais, c'est pas grave. Et là, tu les connais par cœur. Ouais, grave. Alors du coup, rétroaction positive, un autre exemple, du coup le permafrost, donc c'est des parties en fait de la Terre qui sont normalement tout le temps gelées, et c'est des couches de glace qui retiennent qui ont énormément de gaz à effet de serre, de méthane, gaz à effet de serre, et en fait, étant donné que l'atmosphère se réchauffe et que la planète aussi, ces surfaces-là vont se dégeler, et en se dégelant, elles vont libérer encore plus de gaz à effet de serre, accentuant encore plus le réchauffement climatique. Tout le monde a compris? Signe de tête. Ok, c'est bon. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les activités humaines, elles ont augmenté la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Et cette concentration à gaz à effet de serre, du coup, a renforcé l'effet de serre en lui-même, ce qui a en fait réchauffé l'atmosphère de la planète. Du coup, on observe du coup des effets avec le niveau des océans qui monte, la perturbation des écosystèmes, puisqu'il y a vous imaginez bien qu'en fait, il y a des forêts qui vivent dans un certain environnement et que si d'un coup tout se met à chauffer, certaines espèces disparaissent, etc. Et l'acidification des océans, un autre effet lié à la concentration des gaz à effet de serre. Du coup, quatrième partie, évitons l'ingérable et gérons l'inévitable. Alors, du coup, on a des impacts réels qui aujourd'hui se passent concrètement. On a une augmentation de la température, on en a parlé, dans l'atmosphère. On a une augmentation de la fréquence et de l'amplitude des événements, que ce soit inondations, etc. On a la fonte des glaciers de l'Arctique. On a, dans les océans, par exemple, on a l'élévation du niveau de la mer. Dans la biosphère, on a des effondrements d'écosystèmes et des migrations de populations. Il y a par exemple, enfin, on va donner des exemples juste après. On a aussi, du coup, nous, en termes d'humains, on assiste déjà à des migrations liées au réchauffement climatique. Certaines régions qui sont qui étaient déjà naturellement très chaudes, avec le réchauffement climatique, ça devient invivable. Du coup, on a déjà des populations qui migrent pour aller dans les territoires plus vivables. On a les coraux déjà qui sont aussi des écosystèmes qui en pâtissent. On a des sécheresses, on a des inondations. Et ça, voilà, c'est pour les conséquences un petit peu sur les sociétés humaines. C'est des exemples, il y en a plein d'autres. On a aussi, du coup, là, ce qui est extrêmement important dans cette slide, c'est que... Est-ce que tout peut s'afficher, s'il vous plaît? Merci. Du coup, en plus, le réchauffement climatique ne va pas toucher équitablement toutes les parties du monde. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les régions les plus vulnérables sont en plus les plus sensibles et les plus pauvres. Vous connaissez peut-être l'exemple de Miami qui est en train de faire des grands murs pour contrer l'élévation de la mer. Dans certaines régions, c'est pas possible de faire ça, ce serait beaucoup trop cher. Et en fait, du coup, le changement climatique, on se rend compte qu'il va renforcer les inégalités. Et c'est vrai qu'à un point de vue géopolitique, ça devient un vrai enjeu pour les pays de gérer ces choses-là. Les impacts en France? Ouais, rapidement, parce qu'on a déjà fait pas mal d'impacts là. En France, il y a différents impacts déjà qu'on mesure actuellement. Événements extrêmes, donc la crue de la Seine récemment. Là, vous allez me dire, le climat, c'est pas la météo, t'es en train de confondre les deux. Mais en fait, le truc, c'est que on a dit que le changement climatique, ça a augmenté l'intensité et ça multiplie en fait le nombre de phénomènes. Donc là, c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Et c'est ça le problème. C'est pas que ça arrive, c'est que ça arrive beaucoup plus souvent. Des soucis aussi avec l'eau, comme au Cap. On a vu au Cap récemment des gros soucis en accès à l'eau. La sécheresse tape aussi sur la France. On a de plus en plus des étés chauds. Est-ce que ce sera possible bientôt de produire du vin en France? On a vu qu'il y a des grands vignobles qui sont en train d'acheter des parcelles dans le sud de l'Angleterre, mais qui sont en train d'anticiper déjà le changement climatique. Donc c'est des choses qui sont déjà... Vous imaginez boire du vin anglais? Non. Des espèces qui ont de plus en plus de mal à s'adapter, on a déjà dit. La canicule, elle provoque surtout chez les personnes âgées beaucoup de décès supplémentaires. Et ensuite, le ski, ça c'est chiant. C'est vraiment chiant. Le ski, pour les stations, moyennes stations, il y a de moins en moins de neige d'année en année. J'ai un chiffre là-dessus, quand la température monte de 1 degré, l'altitude à laquelle la neige apparaît est de 150 mètres plus haut. Donc c'est énorme, puisqu'en fait, vos pistes elles sont pas verticales, donc du coup, c'est des kilomètres de pistes qui sont dès que la température augmente. Merci. C'est l'instant ski. Et du coup, t'as jamais skié toi. Et du coup, il y a des tempêtes aussi, répétition. Xynthia, qui a fait 47 morts. Donc voilà, au niveau des impacts. Ce qu'il faut retenir, le changement climatique, c'est pas que le problème des ours polaires en Arctique, c'est aussi le problème qui va nous impacter maintenant. C'est une situation sans précédent avec des multiples impacts et surtout, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que les scénarios qui sont les plus pessimistes sont encore évitables. Je veux dire, c'est des choses, si on fait les bons choix maintenant, et ça doit se faire dans la décennie, c'est à nous de réécrire l'histoire et c'est tout le défi de notre génération, je pense. C'est pour ça qu'on voulait aussi
pense que ces sujets sont importants dans toutes les écoles, quoi. C'est qu'on a besoin de tout le monde et que c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour agir à notre échelle? Rapidement, c'est les derniers graphes un peu compliqués. Du coup, pour une unité de gaz, enfin, en gros, le message c'est que l'énergie fossile la plus polluante, c'est le charbon, puis le pétrole, puis le gaz. Donc il faut arrêter d'abord le charbon, ensuite le pétrole, ensuite le gaz. Aujourd'hui, ce qui nous reste en réserve prouvée, niveau pétrole, charbon et gaz, à peu près 4000 gigatonnes de CO2 à émettre si on brûle tout ce qui reste dans nos réserves. Sauf que, si on veut si on veut respecter les 2 degrés, on a vu que c'était important, les enjeux, notre budget, c'est qu'en fait, il faut qu'on laisse 80% des énergies fossiles qu'on a découvertes dans le sol. Sinon, on ne va pas respecter ça. Et donc, c'est entre 800 et 1000 gigatonnes qu'on peut émettre encore. En combien de temps? Et ben, en fait, la moyenne des émissions de gaz à effet de serre, c'est de 50 gigatonnes de CO2 par an en ce moment. Le temps restant, si on se base là-dessus, sachant que ça augmente, on est à 15 ans. Donc cette slide, c'est l'année dernière, on a 14 ans. Mais en gros, voilà, le tic-tac, il est en train de s'activer. Et du coup, c'est d'où l'importance. Ça peut nous paraître lointain comme ça. On peut avoir l'impression que les mecs gèrent au COP et tout, ils gèrent rien du tout en fait. Faut en prendre conscience, quoi. Changement collectif, premièrement. Donc, comme je vous l'ai dit, les COP, aujourd'hui, la COP 21, les États se sont fixés un cap, rester en dessous de 2 degrés. Si on suit les recommandations des scientifiques pour rester à 1,5 degrés, c'est la trajectoire qu'il faut faire en vert sur les gaz à effet de serre. Si on suit l'accord de Paris, c'est-à-dire que les États qui ont donné leur feuille de route sur on va faire ça dans notre pays pour limiter les gaz à effet de serre, s'ils disent ce qu'ils ont fait, ce qui n'est même pas sûr du tout, parce que personne ne va venir leur taper dessus s'ils ne font pas ce qu'ils disent, on est à 2,3, 3,5. Si les États disent ce qu'ils font ce qu'ils disent depuis à la COP21, c'est 2,3, 3,5 degrés. Enfin, là, je pense que c'est peut-être le chiffre à retenir là quand vous sortez, c'est que ce truc-là, c'est un truc de ouf. C'est que personne nous en parle, mais quand les scientifiques font la compilation des engagements, on est là en fait. Et là, c'est chaud. Et du coup, si on applique les politiques actuelles, donc si les États continuent à faire les politiques qu'ils ont assez tranquille, on est plutôt 2,6 à 4,9. Et si on a un Trump, on met des Trumps partout dans le monde, et des petits Poutine aussi, et ben on est entre 4 et 6 degrés. Du coup, là 2100, le milliard d'habitants, je pense qu'il peut être réduit de 1, de 2, de 3 milliards. Et ça peut faire très mal, très très mal. Et en plus, économiquement, parce qu'on a une école de commerce, vous allez me dire, bon, c'est des chiffres. Et ben en fait, les scientifiques ont prouvé que subir le changement climatique, ça allait coûter beaucoup plus cher que de lutter contre ce changement climatique. À peu près pour 2% du PIB si on le fait maintenant, 20% du PIB si on attend. Sauf que pourquoi on le fait pas maintenant, vous me direz, parce qu'il y en a qui ont des intérêts à attendre en fait. C'est-à-dire qu'ils vont se faire leur beurre maintenant, et puis on verra après. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez peut-être prendre ces gens pour un peu des fous, des bobos écolos de gauche, qui n'ont rien compris, mais en fait, là, ce qui s'est passé, par exemple, avant la COP23 à Beaune, il y a eu une action de désobéissance civile de masse, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. C'est en fait des gens, là, 3000 militants d'Europe qui se sont rejoints pour aller dans une centrale, envahir une centrale, donc c'est à la limite de la légalité. C'est illégal, en gros. Mais ils l'ont fait parce qu'ils se disent que c'est le seul moyen pour empêcher. Voilà, on parle de transition énergétique en Europe. On a 25% de notre électricité qui est produite au charbon en Europe. Donc, on fait les beaux, mais en fait, c'est compliqué. Et du coup, au niveau collectivement, voilà comment on peut agir déjà de manière collective. Après, je vous dis pas, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça, il y a d'autres moyens. Changement individuel. Ok. Changement individuel. Ce que j'aimerais en fait vous partager aujourd'hui, c'est que, au final, quand on y pense, notre argent possède un poids politique beaucoup plus important que notre droit de vote. Et en fait, notre consommation elle est extrêmement importante puisque, en fait, en achetant et en
Et en consommant de manière différente, vous donnez du crédit à certains projets plutôt qu'à d'autres. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a des multinationales qui ont des moyens énormes, au final, quand vous achetez un Mac ou un iPhone, j'ai un iPhone, j'ai un Mac, c'est pas le problème. Au final, ces personnes-là font du lobbying au Congrès américain, etc. Donc en fait, vos achats ne sont pas neutres politiquement. C'est vraiment le point ici. Et en fait, du coup, c'est simplement en fait pour vous inviter à voir les choses peut-être d'une autre manière. Quand on consomme bio et que ça coûte plus cher, on peut aussi se dire qu'au final, on donne du crédit à certains projets. C'est alors un acte politique, voyez-le comme ça si vous voulez. Mais en fait, cette manière-là de penser, personnellement, moi, m'a aidé à me dire ok, je vais peut-être payer un peu plus cher, mais au final, je vais donner de l'argent à certaines valeurs et je vais leur donner plus. Je vais les aider à avoir plus d'impact. Et de toute manière, notre consommation, elle doit évoluer parce que on doit re-questionner nos besoins. Et mais par exemple, même pour si vous prenez la mode, est-ce que si vous re-questionnez vos besoins, est-ce que ça vaut le coup d'avoir 40 000 t-shirts, tous produits au Bangladesh ou en Chine? Et vous pouvez peut-être en avoir moins, mieux produits. Et en fait, vous pouvez aussi, c'est pas histoire de dire consommer moins et on retourne à l'achat historique, c'est vraiment se dire, se re-questionner et réorienter ces choix qu'on fait. Avec cette vision-là, je trouve que moi, ça m'a aidé à faire les choses différemment. Et tu veux présenter cette slide? Ouais, peut-être. Du coup, si on regarde la capacité planétaire d'absorption, là c'est du niveau individuel, ce qu'on peut émettre sur le nombre d'habitants, divisé par le nombre d'habitants, c'est à peu près, donc on peut chacun émettre par an 1,8 tonnes de CO2. En France, la moyenne c'est 7 tonnes, 6-7 tonnes. Donc déjà, en France, on fait x4, donc on n'est pas un exemple. Aux États-Unis, je ne vais pas calculer, ils sont au moins x10, x15. Du coup, alors que le Burundi, vous voyez, c'est compliqué, quoi. Donc en fait, la question c'est, nous, la France, de toute façon, s'est engagée avec l'Europe à diviser ses émissions de gaz à effet de serre par 4 en 2050. Donc du coup, il va falloir, dans tous les cas, qu'on réduise nos émissions par personne. Qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel? Quelques exemples. Un aller-retour Paris-New York en avion. Ça va peut-être vous déprimer en fait. On a 1 tonne de CO2 en aller-retour Paris-New York en avion. Donc vous faites un aller-retour, vous avez déjà, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas bu pendant l'année. On est déjà à 1 tonne de CO2. Et en plus, je travaille dans l'aéronautique, donc c'est pas pour dénigrer le truc, mais en fait, on a prévu en 2030, il y a une prévision d'un doublement du nombre de passagers, donc doublement du nombre de vols. Et quand on regarde ça, on se dit, wow, c'est chaud. Après, trajet domicile-travail, un chiffre qui peut faire aussi, dont on n'est pas au courant, 30 km par jour ouvrés en voiture, on est à 1,6 tonne. Donc il ne faut pas manger beaucoup après, quoi. Fabrication d'un PC, ok. Alimentation carnée en France, 1,7 tonne. Alimentation végétarienne, on est plutôt à 400 kg. Voilà un peu des exemples, sans dire qu'il faut arrêter tout. On peut peut-être re-questionner des fois nos besoins. Et si vous êtes intéressé pour faire votre bilan carbone personnel, savoir combien vous émettez, il y a un outil qui s'appelle le MIPMAC, qui a été créé par l'ASSO et par un autre organisme, et qui est disponible sur le site. De toute façon, toutes les slides sont disponibles sur le site aussi d'Avenir Climatique. C'est en open source. Puis en vrai, le point ici, c'est que là, on parle de transition énergétique, mais en fait, je pense qu'il y a aussi une transition personnelle à faire. C'est-à-dire que nous, on est là aussi pour vous aider à prendre conscience, mais ensuite, on n'est pas là aussi pour dénigrer les gens qui continuent de consommer comme ils consomment. L'important, c'est surtout, prenez-en conscience et faites vos choix, en fait. Et il n'y aura pas de jugement bien ou mal, c'est important juste que vous sachiez ce qui se passe et que vous fassiez vos choix comme, en pleine conscience. Changement sectoriel, les derniers changements, c'est les grands changements qu'on peut mener. Donc la première, c'est comme on l'a dit, la transition énergétique à mener. Sobriété, efficacité, renouvelable. Ensuite, transition numérique. Donc celle-là, elle est un peu compliquée parce que le numérique, des fois, la majorité des cas, ça augmente nos émissions. Maintenant, on va pas se passer du numérique du jour au lendemain, mais il faut, je sais pas, penser à un numérique low-tech, un numérique qui est au service des autres transitions. Transition sociale et solidaire, donc développer des modèles d'entreprise qui sont différents, qui ne sont pas forcément tout le temps à but lucratif court terme pour les actionnaires. Transition agricole, passer d'un modèle agricole qui est productif, mécanique, à un mode peut-être plus respectueux, l'agroécologie, la permaculture, des choses comme ça, qui peuvent permettre de réduire les émissions et
Avec la permaculture, on arrive à avoir des rendements largement plus élevés qu'avec l'agriculture classique. Pour résumer, du coup, on a un budget carbone qui est limité, on peut agir à 3 échelles, collective, sectorielle, individuelle, et c'est des choix qu'on doit prendre très rapidement, parce que, comme on vous l'a dit, on a 10 ans devant nous, et c'est maintenant. Pour conclure cette partie énergie-climat, en fait, du coup, le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, c'était que toute notre société, depuis la révolution industrielle, elle a été basée sur... toutes ces transformations étaient possibles grâce aux énergies fossiles et à un accès en abondance. On en a peut-être un peu abusé. Du coup, aujourd'hui, on se rend compte qu'on arrive à une limite planétaire où la planète ne peut plus absorber tout ce qu'on émet. Ça a des conséquences, donc le réchauffement climatique. On doit limiter ce réchauffement impérativement à 2 degrés. Et on a des possibilités même de business model derrière différents. Après, c'est aussi une transition personnelle, comme tu l'as dit, de penser différemment comment je vais vivre pour être en accord avec ces chiffres. Voilà, ça se fait plutôt personnellement, mais en tout cas, même dans les entreprises, il y a peut-être des choses à faire. Et c'est là où Léo, la star de l'entrepreneuriat social, va nous montrer, lui, ses solutions qu'il a trouvées dans les entreprises. Ok. Alors, tiens, j'ai pas fini. T'as oublié ton truc. Moi, j'avais une petite slide sur, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là. Il y a des chaînes YouTube qui sont cool. Qui connaît ici? Personne. Trop bien. Partager, c'est sympa. Chronique Chronique écologique du professeur du feuillage, qui sont des chaînes plutôt basées sur comment expliquer rapidement des faits compliqués en écologie. Il y a des documentaires aussi intéressants de DataGull, le 2 degrés avant la fin du monde, qui a été fait en 2015, je crois, en partenariat avec France Télévisions, où il reprend ces sujets-là. Mais DataGull, je pense que vous connaissez, ils sont hyper bons au niveau des datas, l'utilisation et comment ils transmettent, donc c'est hyper impactant. Il y a des livres, là on rentre un peu plus dans le dur, comment tout peut s'effondrer. Dormez tranquille sur 2100, c'est des livres. Là le deuxième, c'est Jean-Marc Jancovici, en fait c'est le cofondateur de notre association Avenir Climatique, qui a été formé en 2006, et qui est aujourd'hui un des plus grands experts, au moins français, sur les enjeux énergie-climat, et il a travaillé par exemple avec les gouvernements, etc. Pour le coup, en vrai, si vous lisez ce livre-là, vous risquez justement de ne pas dormir tranquille parce qu'il est vraiment chaud, parce que vous voyez que toute notre société elle est interconnectée, que s'il y a un pilier qui tombe, tout le reste tombe, et c'est assez fort. Ça peut être, moi ça a été une manière de... un déclic, ouais. Si vous voulez plutôt être en mode plutôt ingénieur, comment on décarbone, comment on va les 9 propositions possibles pour décarboner, là c'est The Shift Project, pareil de Jean-Marc Jancovici qui a donné ce manifeste à tous les candidats avant la présidentielle, et qui donne 9 propositions clairement chiffrées pour décarboner l'Europe en 2050. Et du coup, ça passe par demander aux ingénieurs peut-être de faire des voitures à 2 litres. Imaginez des voitures comme ça, qu'on puisse toujours se déplacer. Voilà, ça passe par des choses comme ça. Ça peut paraître utopiste, mais en tout cas, c'est chiffré. Et enfin, si vous voulez plutôt être en mode transition tranquille, et ben là c'est manuel de transition par Vosline. Et pour les ingénieurs peut-être qu'il y a des ingénieurs dans la salle, parce que nous on a un commerce, il va falloir des ingénieurs quand même. Tout le travail qui est fait autour des low-tech, comment faire des technologies qui sont basse consommation, à l'inverse des high-tech, qui sont intéressantes avec le low-tech lab aussi. Voilà, on est parti. Ok. Du coup, là, je vais vous parler de l'entrepreneuriat social. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'entrepreneuriat social. Vous avez déjà entendu ce terme? Personne? En fait, pour introduire ce thème, il y a une phrase qui m'inspire énormément. Elle dit: on ne change pas les choses en s'opposant à ce qui existe déjà. Pour que les choses changent, il faut construire un nouveau modèle qui rende l'ancien obsolète. Et moi, ce nouveau modèle, je l'ai trouvé dans l'entrepreneuriat social et je vais vous expliquer d'où c'est venu. En fait, en 2015, j'ai participé à la POC 21, donc c'était un petit peu un effet miroir avec la COP 21 qui avait lieu. Et la POC 21, donc ça veut dire Proof of Concept, et c'est en fait des gens, donc 100 personnes qui avaient été sélectionnées sur un appel à projet, 12 projets durant 5 semaines qui étaient réunis au château Millemont en dessous de Paris. Et en fait, ces personnes-là, donc c'était 12 équipes qui portaient des projets, des gens qui avaient créé des projets concrets, donc je vous en montre un exemple tout à l'heure. Et durant cet événement-là, en fait, il y avait énormément de conférences, énormément de gens qui venaient de partout de la planète. Et j'ai découvert ces gens qui, en fait, faisaient des choses, bien sûr, qui pensaient global, mais qui agissaient local.
Et en fait, il y avait des solutions, on parlait de low-tech tout à l'heure, alors bien sûr c'était pas l'avenir ça, mais en fait c'était des gens qui expérimentaient et qui avaient lancé ces projets-là, donc là c'est pour semer des graines d'une manière un petit peu, parce que dès qu'on a, si on n'a plus de pétrole, on a les tracteurs, comment on les fait avancer en fait, donc il y avait déjà cet esprit d'anticiper un petit peu le monde d'après, et c'était ultra inspirant, j'étais bénévole durant cet événement-là, et en fait j'avais adoré l'ambiance qui était genre juste top. Et en fait, j'ai découvert, grâce à un livre qu'on m'a filé, Mohamed Younous. Quelqu'un connaît Mohamed Younous ou pas? Yes. Du coup, Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, c'est lui qui a introduit le microcrédit au Bangladesh et il a créé la Grameen Bank, qui est donc une banque pour les pauvres. Il fait des microcrédits, donc maintenant c'est assez. On en entend beaucoup parler en France, mais à l'époque, en 2006, c'était pas du tout courant. Et en fait, c'est lui qui a un petit peu introduit la notion de social business, c'est-à-dire d'entrepreneuriat social, c'est-à-dire de. Donc je une définition de Ashoka, qui est le plus grand réseau d'entrepreneurs sociaux au monde. Un entrepreneur social, c'est un individu qui met ses qualités entrepreneuriales au service de la résolution d'un problème sociétal à grande échelle. Je m'arrête sur cette première phrase. Déjà, c'est un individu qui connaît les... Super. C'est un individu qui met ses qualités entrepreneuriales. Donc, le but, c'est vraiment de résoudre un problème social, c'est son objectif. Et à grande échelle, parce qu'en fait, c'est pas histoire de monter une petite boutique dans un coin tout seul et de s'arrêter là, c'est surtout de résoudre le problème global. Et en fait, quel que soit le domaine où il s'engage, l'entrepreneur social se donne comme critère majeur de réussite l'ampleur de son impact sur la société. Comment est-ce qu'on mesure la réussite d'une entreprise sociale? On la mesure en fait à son impact social positif, pas à son profit. Certes, on a des modèles économiques et on va générer de l'argent, mais cet argent-là est bien investi. Et donc en fait, le point ici, c'est vraiment l'impact social, c'est comme ça qu'on mesure la réussite d'un projet. Et en fait, c'est ce qui la différencie des entreprises classiques et des associations. En fait, d'un côté, on a les associations qui dépendent de dons et de subventions, et de l'autre, on a les entreprises classiques, gérées par des actionnaires, selon leur taille, peu importe, mais qui, eux, recherchent uniquement le profit. L'entrepreneuriat social, ça se positionne un peu entre les deux, avec un modèle économique, et aussi la réussite, surtout, de résoudre un problème social. Donc une activité éco pour résoudre un problème social, je passe un petit peu pour pas perdre de temps. Les 3 piliers, projet économique, finalité sociale, on parle aussi de gouvernance participative, c'est-à-dire que les entreprises à l'heure actuelle sont gérées. Alors, je sais pas, il y a des gens qui sont à l'EM ici, je pense que vous devez avoir des cours de management où on doit vous expliquer que les entreprises c'est hiérarchique, c'est des grandes fonctions. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui en fait font pas du tout comme ça et qui en fait délèguent énormément et qui ont des modes d'organisation complètement différentes, horizontales. Et ça, c'est le cœur de l'entrepreneuriat social, c'est qu'aussi, ok, on fait du social sur nos bénéficiaires qu'on veut toucher, mais surtout, nous, dans notre structure, on a une gouvernance qui est partagée, on inclut toutes les parties prenantes. Ensuite, du coup, je vais vous donner quelques exemples d'entreprises sociales, puisque vous devez souvent vous poser la question. Biocom, par exemple, entreprise sociale, donc qui est aussi, là c'est sous forme de coopérative et de franchise, voilà. Ecosia, qui est un moteur de recherche qui peut remplacer Google, peut-être pas pour les recherches très précises, mais au moins à chaque recherche vous plantez des arbres. Voilà, je crois qu'il y avait plus de 36 millions d'arbres. 36 millions d'arbres plantés, pas mal. La ruche Kiwi pour les circuits courts, entreprise sociale accompagnée par Ashoka. Application, ouais, qui met en relation du coup producteurs, circuits courts, etc. On a Enercop. Alors Enercop remplace EDF et peut vous permettre du coup d'avoir votre énergie qui est uniquement alimentée par des énergies renouvelables. Donc, et vraiment en plus pas pour plus cher. On a Yuka qui vous permet en fait quand vous faites vos courses de scanner vos produits et en un instant vous avez l'analyse environnementale du produit, est-ce qu'il est négatif, machin, mais en plus l'apport énergétique, s'il est gras, sucré, truc. Donc super bien. Et on a aussi Ticket for Change qui accompagne des jeunes entre 18 et 30 ans qui veulent créer des entreprises sociales. Ils font un parcours où ils emmènent des jeunes en voyage et ils vont leur faire rencontrer des entrepreneurs sociaux, plein de conférences, plein d'ateliers et ils ressortent pour lancer leur entreprise. Ensuite, du coup, je vous en parle parce qu'en fait, moi je fais un mémoire sur les jeunes entrepreneurs sociaux, donc des gens qui ont notre âge. Enfin, moi j'ai 20 ans, du coup, entre 20 et 25 ans, lui il a 23 ans. Et par exemple, en fait, voilà, c'est un jeune qui a 23 ans et qui a créé une application pour. Faut vraiment que je m'habitue à ça. Qui a créé une application pour. En fait, c'est un jeu mobile et la publicité vous permet de reverser de l'argent à des associations. Donc, du coup, en fait, j'en parle vraiment aussi parce que
s'il y a des jeunes qui sont intéressés aussi pour agir, j'ai trouvé dans l'entrepreneuriat social un moyen d'action vraiment créatif et épanouissant. Et il y a beaucoup de jeunes qui se lancent là-dedans parce que ça leur permet de retrouver du sens et de ne pas tomber dans le caritatif pur et de ne pas avoir un mode de vie qui leur convienne. Un autre exemple, François-Paul Verel, que j'ai interviewé aussi, et qui du coup, lui, a monté un projet pour aider les personnes en situation de handicap à avoir accès aux loisirs. Et ces personnes-là sont accompagnées par Live for Good. Donc Live for Good, pareil, je vous en parlerai après dans les appels à projets. Et j'ai rejoint cette communauté aussi qui est extrêmement inspirante. Il y a aussi des femmes. Et aussi ce que je voulais vraiment dire, c'est que cette personne-là, par exemple, Cassandra, l'entrepreneuriat social, ça ne se limite pas aussi à des clients qui auront du mal à vous payer. Elle a créé une machine qui recycle les bouteilles en plastique et travaille avec les plus grandes entreprises du CAC 40. Donc on n'est pas du tout en dehors. Certes, il y a une autre économie qui est en train de se créer avec l'entrepreneuriat social, mais il y a surtout l'ancienne économie à refaire basculer vers des nouveaux modèles et des nouvelles valeurs. On va tout de suite passer, en fait, vous, à quel stade vous êtes, honnêtement. Est-ce que vous avez déjà une idée un petit peu un projet que vous voulez lancer? Et en tout cas, si vous en avez ou si vous n'en avez pas, on va parler d'idéation, on va parler en fait de la création d'une idée. Et là, en fait, je vais vous parler du coup ce que je veux vraiment insister aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, l'entrepreneuriat social, c'est pas juste une vision un peu d'illuminer dans leur coin. Il y a un vrai écosystème d'accompagnement aujourd'hui en France pour les personnes de tout âge, de lancer n'importe quel projet, que vous ayez un projet extrêmement, les incubateurs, donc c'est ceux qui accompagnent le projet, soit vous en avez un projet très net, soit sinon vous pouvez aussi vous inspirer avec les programmes d'idéation et on va en parler. Donc, j'ai participé du coup à des Hold Up Make Sense. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Make Sense, la communauté? Nickel, trop bien. Du coup, Make Sense, c'est une communauté donc, de 35 000 citoyens à travers le monde qui sont présents dans 100 villes. Et en fait, c'est une communauté aussi de 2500 entrepreneurs sociaux. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des hotspots, donc c'est-à-dire des lieux dans des villes, en fait, des hotspots, comment on peut traduire en fait des clubs, des points focaux. Voilà. Et du coup, ils organisent des hold-up. Donc en fait, un entrepreneur social vient, il a une problématique. Et on organise, donc celui qui tient la communauté Make Sense dans le hotspot local, organise un atelier où vous pouvez aider un entrepreneur social. Et c'est une bonne manière pour vous de déjà découvrir un petit peu le monde, découvrir des entrepreneurs, travailler avec eux et s'inspirer aussi de ce qu'ils font au quotidien. J'ai participé aussi à la Fabrique à Déclic, qui est un événement, donc si vous posez des questions un petit peu dans ce que vous voulez faire, si vous voulez être inspiré, la Fabrique à Déclic organise 3 jours durant lesquels, donc là c'était à Lyon, durant lesquels vous avez plusieurs parcours, entrepreneuriat social, écologie, il y a même art, etc., peu importe. Et ça a réuni 300 jeunes durant 3 jours. Là, ici, c'est un forum où vous découvrez... Putain, c'est moi, en fait, là. Ouais, ok, bon, voilà, trop bien. Bah, du coup, Enactus aussi, je vous en parlais, Enactus, c'est trop cool. Waouh, je vais dire, ok. Et du coup ouais, événement super inspirant où vous rencontrez des jeunes qui ont envie de tout changer, de tout bousculer. On vous donne les clés, en fait. C'est important, je pense, de redonner le pouvoir aux gens. Et ces événements-là vous aident à le faire. Enactus, du coup, si vous êtes dans une fac, à l'école, etc., Enactus, du coup, vous pouvez ouvrir une branche de cette association qui accompagne des groupes de jeunes qui veulent monter une entreprise. Et en fait, on vous met en réseau avec des mentors, avec d'autres jeunes, avec, voilà, c'est des projets d'entrepreneuriat social qui sont accompagnés. On a aussi, donc là, 66 établissements partenaires. C'est Enactus, grosse association, ils organisent chaque année une sorte, de Coupe d'Europe, Coupe du Monde d'entrepreneuriat social. Là, il y avait la finale des projets, donc des 66 établissements. La finale qui avait lieu à Londres, qui a réuni tous ces gens-là. Enactus qui vraiment peut vous aider dans votre travail de groupe à monter un projet et à gagner en compétences. Vraiment, j'insiste aussi sur le fait que c'est pas important que vous ayez une idée ultra développée parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont pouvoir vous donner des retours et vous allez vraiment pouvoir monter en compétences au fur et à mesure. Juste vite fait, moi je voulais monter une école alternative. Au début, j'avais pas une idée extrêmement précise. À force de partager le projet que j'avais, j'ai réussi à avoir une idée encore plus précise et développer mon business model, mon financement, etc. Et en fait, voilà, ça a été extrêmement épanouissant pour moi et je suis vraiment monté en compétences au fur et à mesure. Ensuite, je vais vous parler de Ticket for Change. Alors, si vous voulez travailler chez vous, il y a des MOOC. Alors, des MOOC, c'est des cours en ligne et en fait, qui sont dispensés par les plus grandes universités. Donc là, par exemple, c'est HEC et Ticket for Change, donc la startup dont je vous parlais tout à l'heure, qui a créé un cours Devenir entrepreneur du changement. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que sur le MOOC, il y a un forum. Vous
vous pouvez mettre votre projet et être ensuite connecté à des gens qui s'intéressent à votre projet pour évoluer. Et c'est un cours qui va vous aider donc déjà à identifier un besoin social, à imaginer une solution et à regarder déjà ce qui se fait autour de ce besoin-là, et ensuite du coup à monter un projet, pourquoi pas, et ça vous aidera aussi pour la suite. Il y a aussi des événements comme Impact qui ressemblent à la Fabrique Athlétique. Je vous ferai une slide avec tous les logos si vous voulez noter tout machin. Et il y a aussi du coup, les Startup Weekend qui sont donc, pendant 3 jours, on réunit 100 participants. Certains participants vont pitcher leur projet et certains participants vont rejoindre ceux qui ont pitché. Et énormément de startups sont sortis après ces événements-là. Donc pourquoi pas pitcher votre projet, pourquoi pas en rejoindre un, et pourquoi pas même être pas employé, mais vous lancer dans une aventure entrepreneuriale. Avec les Startup Weekend. Ensuite, c'est bientôt fini. Hein. C'est bientôt fini, on y va. On est sur les dernières minutes. On est sur les dernières minutes et du coup, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui connaissent les conférences TED? Oui, c'est trop bien les conférences TED, ça m'a trop inspiré quand j'étais plus jeune. Je suis pas vieux non plus, faut pas abuser. Du coup, les conférences TED, vraiment, je le conseille à tout le monde parce que c'est vraiment un nid de bonnes idées et de mecs ultra inspirants. Vous avez à gauche Ken Robinson qui explique comment l'école tue la créativité. Donc la vidéo qui a été la plus vue sur la plateforme, 50 millions de vues. C'est notamment après celle-là que j'ai décidé d'aller par correspondance parce que j'en avais vraiment marre. Vous avez à gauche Al Gore, l'historien américain, qui va parler du coup du réchauffement climatique. Et vous avez énormément de sujets où les meilleurs experts viennent pitcher, viennent faire une présentation souvent en moins de 20 minutes, entre 5 et 20 minutes. Plein de playlists de conférences si vous voulez comprendre ou explorer un sujet. Et honnêtement, là j'ai vraiment eu des vraies révélations en regardant ces conférences. Ensuite, je vous conseille 2 films. Bon, vraiment, on reprend une diapo pour tout, vous allez voir. 2 films en quête de sens, vraiment top, hyper bien. Quelqu'un qui va voir toutes les initiatives qui se passent un petit peu ailleurs en Inde, autour des semences, avec Vandana Shiva. Demain, ici, justement, demain, vous avez ces 4 personnes qui sont parties voir les initiatives en Angleterre et un peu partout, et qui les relatent, qui les recensent. Super inspirant aussi. Donc en plus, c'est vraiment les 2 films phares dans le domaine de l'innovation sociale, etc., du changement social. Et ensuite, du coup, si vous sentez prêt aussi pour, je vais vous parler un petit peu plus des incubateurs. Moi, j'ai participé à 3 appels à projets, notamment qui m'ont vraiment bien aidé, même si j'ai été sélectionné pour Leaf for Wood, Make Sense et AnimaFac, j'avais pas été pris, mais en fait, comme je vous l'ai dit, quand vous participez à des appels à projets, on vous donne toujours des retours. En fait, vous ressortez toujours gagnant d'un appel à projet. En plus, ça vous aide à formaliser, à expliquer vraiment qui vous visez, comment vous visez, ce que vous voulez résoudre comme problème, etc. Et donc, du coup, je vous conseille de manière générale, je vous conseille de participer à des appels à projets. Et moi, c'est ces 3-là qui m'ont vraiment plu et qui sont réservés aux jeunes, en tout cas, qui visent les jeunes. Social Cap, Prix Post, Prix Gabriel. Et du coup, voilà, une petite slide récap. On est comment au niveau du temps, ouais. Alors, on est sur la fin. Ok, cool. Voilà, du coup, slide de fin. N'hésitez pas à venir nous voir à la fin si vous voulez plus d'informations sur tout ça. Et je sais plus. Voilà, une seule question à vous poser du coup maintenant. Quel problème social souhaitez-vous résoudre? Merci beaucoup. Du coup, là, on va juste terminer avec une slide. Voilà, la conférence termine là. Vous avez dû voir 2 parties dans la conférence, enfin, les énergies, enjeux énergie-climat qu'on a développé, et puis ensuite la solution plutôt portée école de commerce, mais ça peut être aussi d'autres personnes, sur l'entrepreneuriat social. Si vous êtes intéressé par les enjeux énergie-climat, par le changement climatique et que vous voulez vous investir, l'association Avenir Climatique a toujours besoin de monde. Vous pouvez soit rejoindre l'académie, qui est une promo de 80 jeunes, donc, où on se rejoint 4 week-ends dans l'année pour animer cette conférence. Dans plein de facs, où il y a d'autres projets, faire des bilans carbone, faire plein de choses, et on peut en parler juste après, si avec plaisir, au pot. Voilà. Merci beaucoup.